Ok, bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle séance de SIEJ. On arrive doucement à la fin de notre cycle de recherche sur le droit en transition. Je vous rappelle d'ores et déjà les dates suivantes. Donc on aura encore une réunion le jeudi 8 novembre avec Élise Dermine et Daniel Dumont de l'ULB, qui vont plus parler plus à adopter ou approcher la problématique du point de vue du droit social, donc le droit social et le productivisme, marché, démarchandisation et transition écologique. Et puis il y aura le grand colloque 20 et 21 décembre sur le droit en transition, les jours de prospérité sans croissance. Donc notre programme est finalisé, donc on va envoyer évidemment la version finale dans les jours à venir. Au rayon agenda, évidemment, j'en profite pour évidemment mentionner le colloque en hommage à François, qui aura lieu donc le 18 et 19 octobre prochain. Soyez-y, ce sera certainement passionnant. Et enfin, nouvelle date que je vous annonce, c'est le jeudi 28 février déjà, où il y aura une journée d'études supplémentaires consacrée. Enfin, c'est vraiment une journée de théorie du droit, disons, avec la présentation par une série de personnes, notamment qui sont ici autour de la table, de leur contribution au livre en hommage à François, et qui ne parleront pas lors du colloque. Mais donc, voilà, François et Yves Cartevels trouvaient chouette quand même de donner la parole aussi à ces personnes-là, notamment à Diane, à moi et à beaucoup d'autres. Voilà, alors maintenant rentrons dans le vif du sujet, parlons du programme du jour. Donc voilà, nous accueillons Christine Frison. Merci beaucoup à toi d'être là. Tu es une amie de la maison, du CETRE notamment, je crois. Tu travailles pas mal avec, forcément en droit de l'environnement, donc avec notre centre de droit de l'environnement local, si je puis dire. Tu as travaillé beaucoup sur les semences et le commun des semences, donc croisant évidemment une théorie ou un concept beaucoup travaillé pour l'instant, celui des communs, avec cet objet qui est quand même à haute valeur sociétale, que sont les semences. Donc Christine est actuellement chercheuse postdoctorale à l'université d'Anvers. Elle a un mandat postdoctoral à la fois du FEO néerlandophone et du FNRS francophone. Elle a fait sa thèse avec Olivier Le Scuiter, je ne me trompe pas, oui, au CPDR, au Centre de philosophie du droit. Elle va faire paraître un livre qui, je suppose, est en gros repris de ta thèse en mode partie, chez Routledge dans un mois, c'est ça, Redesigning the Global Seed Commons, Law and Policy for Agrobiodiversity and Food Security. Et voilà, nous sommes ravis de l'entendre évidemment sur ce sujet-là, qui est ton sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que le prochain numéro de la REJ contiendra un dossier sur les communs, et dans ce dossier sur les communs, nous aurons une contribution de Christine. Donc voilà, on est ravis de t'entendre en primeur un petit peu sur cette thématique. Voilà, merci déjà. Merci beaucoup Antoine, et merci de m'accueillir aujourd'hui. Ceux qui m'ont déjà entendu, il y aura peut-être des redites, mais donc je vais principalement parler de ma recherche doctorale, et puis un petit peu à la fin sur ce que je fais maintenant dans le cadre de mon postdoctorat, qui est la continuité. Alors mon profil, je suis juriste en droit international public, j'ai étudié en France et en Angleterre, j'ai fait un master à l'ULB il y a de ça un certain temps, et puis j'ai été consultante pendant plusieurs années pour différentes organisations internationales ou gouvernements, dont le SPF Environnement ici en Belgique. Et effectivement, dans ma carrière académique, après j'ai voulu entamer une thèse, et donc je suis revenue à l'université après plusieurs années de travail comme consultante. J'ai toujours eu un double cursus, un pied en Wallonie, un pied en Flandre, malgré la piètre qualité de mon néerlandais. Puis j'ai fait ma thèse en co-tutelle à l'UCL et à la KUL, et maintenant mon postdoctorat à l'UCL et à Anvers. Voilà, donc dans ma thèse, la thématique générale, donc quand j'étais consultante, en fait, je travaillais sur la conservation, l'utilisation durable de la biodiversité et de l'agrobiodiversité, dans ses composantes vraiment conservation, mais je travaillais aussi, par exemple, sur tout ce qui est politique et législation OGM,
voilà, sécurité des transferts de matériel OGM. Donc c'est vraiment une thématique beaucoup plus large sur l'alimentation et l'agriculture. Et dans le cadre de ce travail, il y avait énormément de questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Quand on est consultant, on a des tâches extrêmement restreintes finalement dans le temps et dans le champ d'action qu'on a. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entamer une thèse. Maintenant, une thèse sur cette thématique-là, ça reste très très vague. Donc j'ai voulu aborder cette question en étudiant principalement un traité de droit international, puisqu'à la base je suis juriste en droit international public, qui est le traité de la FAO, traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui est adopté en 2001 et qui est entré en vigueur en 2004. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 140 parties contractantes. Donc, ça n'a pas encore la dimension de la Convention sur la diversité biologique, mais enfin, c'est un instrument qui fait quand même son poids. Alors, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de ma recherche. Je vais essayer d'aborder 2 points qui me paraissent pertinents dans le cadre de ce séminaire-ci. Tout d'abord, je vais parler de ma méthodologie et puis je vais développer deux éléments clés de mes résultats de recherche. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ma méthodologie? Parce que pour moi, ça a été tout un processus. Ayant un pied dans les négociations, puisque je participais, et je participe toujours, à chacune des réunions de l'organe directeur de ce traité, soit en tant qu'observatrice, et donc là c'est juste membre de mon université, soit en tant que négociatrice, quand je représentais la Belgique, par exemple. Et c'est vrai que je pouvais observer finalement un décalage entre ce que je pouvais étudier dans les textes, que ce soit le texte du traité, les travaux préparatoires, etc., et ce que je pouvais observer dans le forum de négociation. Et finalement, ce décalage me perturbait beaucoup dans ma recherche, et avec des méthodologies purement juridiques, je n'arrivais pas à répondre de manière satisfaisante, en tout cas pour moi, aux questions que je me posais. Et donc j'ai essayé de construire, mais ça a vraiment été un processus pas à pas, et j'ai tâtonné, mais j'ai essayé de construire cette approche transdisciplinaire. Alors transdisciplinaire, pourquoi? Parce que j'analyse de façon juridique le traité clause par clause, mais j'ai aussi une vision beaucoup plus politique finalement de la négociation, des enjeux de pouvoir, etc. entre les acteurs. Et puis trans, parce que j'ai intégré les acteurs du traité dans l'analyse des problèmes du traité international. Et donc le résultat de ça, c'est ce livre-ci, qui a paru en 2011. Et en fait, donc, dans cet ouvrage, j'ai laissé la voix à chacun des groupes d'acteurs présents dans la négociation de ce traité. Et je leur ai demandé de m'expliquer, selon eux, quel était l'intérêt de ce traité pour eux, quels étaient éventuellement les problèmes qu'ils rencontraient dans la rédaction du traité tel quel et puis dans son application, et quelles pistes de solutions ils envisageaient pour répondre à leurs besoins, à leurs intérêts. Et donc les groupes d'acteurs, bon, évidemment il y a les États, on parle d'un traité international. Et donc là, dans ce genre de forum-ci, à la FAO, les États sont regroupés par groupe régional, il y en a 7. Et moi, en tant que négociatrice pour la Belgique, évidemment, je faisais partie du groupe régional Europe. Et puis, à côté de ça, il y a des groupes d'acteurs qui se regroupent par secteur, donc les industries, les banques de gènes, les chercheurs, donc les instituts de recherche internationaux, nationaux, évidemment les organisations paysannes. Et donc j'ai voulu j'ai voulu avoir leur point de vue, qu'on co-identifie les dysfonctionnements de ce traité ensemble. Une fois que j'ai fait ceci et que j'ai effectué une analyse historique finalement du contexte de négociation de ce traité, pourquoi il existe, à quelles problématiques il répondait, je me suis rendu compte que
la dimension collective était très importante. Pourquoi? Parce que ce traité crée, je crois que c'est le premier traité international à ma connaissance, qui met en place un système de merci, de la gestion de la ressource. Et donc forcément, tout de suite, ça fait écho à la gestion en tant que commun, puisqu'il s'agit de collectivement gérer, ici en l'espèce, les semences. Et donc j'ai commencé à creuser la littérature sur les communs. Alors évidemment, elle est très vaste. Aujourd'hui, elle l'était beaucoup moins quand j'ai commencé. Enfin, il y avait Ostrom principalement, et ça se limitait en fait à ça, plus ou moins. Donc j'ai commencé par là. Entre-temps, un collègue qui est très actif au sein du traité, puisqu'il travaille pour l'un des plus importants centres de recherche agronomique internationaux, a produit cet ouvrage ici, où finalement il applique les 8 principes qu'on connaît de Ostrom au système du traité, à la ressource semence, pour essayer d'évaluer si oui ou non ce qui est mis en place au niveau du traité fonctionne comme un Common Pool Resource ou pas, et si oui, est-ce que ça fonctionne bien, quelles sont les limites, etc. Donc ce travail était vraiment particulièrement intéressant et utile pour moi, puisqu'il m'a mâché une bonne partie du travail, en identifiant finalement les plus grandes limites de ce système. Alors on a parlé de limites en termes spatial. Finalement, comment est-ce qu'on délimite ce commun au cœur de ce traité? Il y a la problématique du pouvoir. Le secteur de l'industrie n'a absolument pas le même poids dans les négociations que les communautés paysannes. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que c'est seulement analysé ou pas? Et quel est le résultat de ce déséquilibre dans les textes et les décisions qui sont adoptées dans l'organe directeur du traité? Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je restais finalement un peu sur ma faim. Parce que cette application, cette analyse relativement déductive, on a les 8 principes d'Ostrom, on les applique au traité et puis on analyse. Je trouvais que ça ne permettait pas d'analyser l'ensemble des limites et des dysfonctionnements que moi je pouvais observer quand je traînais dans les couloirs de ces négociations ou quand je participais activement à celles-ci. Et donc j'ai voulu prendre une approche à rebours en fait et avoir une analyse plutôt inductive. Et c'est là qu'en fait l'analyse par les acteurs a été utile, puisque je suis vraiment partie d'eux pour remonter et essayer d'identifier quels étaient selon moi les principes impératifs qui doivent transparaître dans tous les outils, instruments et décisions qui sont adoptés, mis en place par cet organe directeur de ce traité. Et je suis arrivée à une liste de principes, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, donc ça c'est pour l'aspect méthodologie. Donc là c'était la liste des 17 points co-identifiés par les acteurs du traité, tous secteurs confondus, mais il n'est pas utile aujourd'hui de rentrer dans le détail. Pour faciliter mon propre travail, je les avais classés en 8 thématiques. Une thématique qui est importante et dont on a pas mal entendu parler, notamment ces dernières semaines avec les travaux au Conseil des droits de l'homme et aux Nations Unies concernant la déclaration des droits des paysans, qui est donc le point 3 sur les droits des agriculteurs. Voilà. Dans mon analyse, en utilisant l'analyse juridique assez technique et pointue et un peu ennuyeuse, je dois dire, clause par clause du traité, j'ai croisé ça avec l'analyse par les acteurs et j'ai abouti à des résultats qui ici sont vraiment vulgarisés noir-blanc, ça marche pas, mais enfin bon, grosso modo, c'est plus ou moins ça. Avec donc certains aspects du système multilatéral mis en place par le traité qui fonctionnent, et notamment cet aspect facilité. Donc l'idée de ce système multilatéral, c'est de créer un panier commun virtuel des semences
conservé, collecté par chacun des États membres, et de faire en sorte que ce panier virtuel soit accessible à chacun des acteurs dans les parties contractantes du traité. Donc cet accès facilité, pourquoi est-ce qu'il est facilité? Parce qu'il y a un contrat standard qui est mis en place, il y a un système de rémunération qui est mis en place, et donc toutes ces clauses ne doivent plus être discutées. Et finalement, il suffit de scroller la liste des ressources qui est disponible sur Internet, cliquer, et c'est fait. Et on reçoit l'accession, on appelle ça une accession, donc le sachet avec les semences. Et le contrat d'accès est automatiquement signé. Et donc ça marche assez bien. Ça marche assez bien, mais ça marche très bien pour une certaine catégorie d'acteurs, qui sont notamment les chercheurs et les sélectionneurs. Et a fortiori, donc, le secteur plutôt industriel, high-tech. Donc sélectionneurs, ça veut dire pour les sélectionneurs, c'est ceux qui croisent des variétés de semences pour développer des nouvelles variétés. Oui, pardon. N'hésite pas à m'interrompre quand je jargonne de trop. Ça marche comme Amazon quand on clique sur le truc. Oui, ça s'appelle Shrink Wrap. Et donc, c'est vraiment, on clique dessus et en cliquant, on a accepté les termes du contrat. Et en recevant les semences, quand on ouvre le paquet, s'il y a le shrink, ben, ça veut dire qu'on valide cette transaction selon ces termes-là. Et ce contrat, il est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une clause virale qui est intégrée dedans, qui fait que pour tout acteur qui veut ensuite redistribuer ce matériel-là, il est obligé de le faire suivant les mêmes termes du contrat. Donc à partir du moment où on a du matériel génétique qui est intégré dans ce système multilatéral, finalement, il ne peut plus en sortir. Tout transfert successif se fait suivant les mêmes conditions. Il peut en sortir à partir du moment où il est amélioré, donc on n'a plus le matériel initial, on a un nouveau matériel, une nouvelle variété qui est développée, sur lequel on peut éventuellement mettre un droit de propriété, le commercialiser sur le marché, etc. Mais à ce moment-là, il faut payer de l'argent au système. Mais bon. Et si je plante cette graine et que je cultive quelque chose, je peux le consommer ou le vendre. Oui. Mais la graine elle-même, viralement, elle doit suivre l'obligation de gratuité. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce système est mis en place vraiment pour faciliter la recherche et le développement de nouvelles variétés. Donc, on fonctionne finalement en parallèle du système commercial. Et quand on reçoit du matériel de ce système, ben, les quantités sont très réduites. Ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir aller planter tel quel dans mon champ et directement... Voilà, il y a une idée quand même, d'une part, de conservation, et puis d'autre part, de recherche et de développement des variétés. Et notamment, de plus en plus, en lien avec les défis liés au changement climatique, il y a énormément d'enjeux sur ce point-là. Je ne vais pas développer les autres points positifs, mais donc il y en a. Les points négatifs, ils étaient un peu plus nombreux. Et notamment le fait que, ben voilà, ce système multilatéral, ce panier commun virtuel, il fonctionne très bien pour les chercheurs, les sélectionneurs, mais le petit fermier, ben finalement, il n'y a pas accès directement. En droit, on peut avoir une interprétation mitigée de ce point-là, si on lit les clauses du traité. Pour moi, il n'est pas explicitement mis qu'un petit agriculteur peut obtenir du matériel, mais il n'est pas mis qu'il ne peut pas. Mais la manière dont le système est conçu fait en sorte que c'est compliqué pour lui de le faire. Alors, dans les travaux qui ont suivi et des décisions qui ont été adoptées par la suite au sein de cet organe directeur, on commence à discuter de ces questions et il est mis que, bah oui, ce serait bien que les petits agriculteurs aient accès. Mais bon, quand on voit le système qui est mis en place, il faut déjà un ordinateur, Internet, comprendre c'est quoi une accession. Enfin, le petit agriculteur dans les pays en développement, il a ses semences, il sait très bien gérer son propre matériel. Mais la manière dont nous, occidentaux, gérons ce matériel génétique est tout à fait différent finalement. Mais pardon, juste pour bien comprendre, parce que tu semblais dire à l'instant que le but n'était pas justement de permettre aux gens de planter, c'était plutôt la conservation, etc. Donc... Oui, mais là où la nuance est importante, c'est qu'en fait, il s'agit exactement de la même chose. C'est la même semence, c'est la même, tu vois. Et l'objectif final du traité, c'est la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable. Mais comment peux-tu arriver à ça
sans finalement inclure les besoins et les intérêts et les manières de faire de l'acteur premier de la semence, c'est-à-dire l'agriculteur, celui qui manipule les semences tous les jours. Tu comprends le hiatus? Oui. Donc voilà, donc ça c'est l'un des dysfonctionnements importants. L'autre étant que le système de financement mis en place dans le cadre de ce système unilatéral ne fonctionne pas du tout. C'est un système de financement qui est basé sur les éventuels royalties qui seraient obtenus via des droits de propriété sur des nouvelles variétés. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les grosses entreprises semencières, elles n'ont pas besoin d'accéder à ce matériel-là. Elles ont déjà leur propre collection privée. Et donc, en tout cas, pendant les prochaines 10, 20, 30, 40 ans, les grosses entreprises, Monsanto, etc., n'ont pas besoin de ce système. Et donc les entreprises qui ont de l'argent et qui pourraient potentiellement contribuer financièrement au système, elles vivent en dehors, en parallèle. Et les petites et moyennes entreprises semencières, qui elles sont relativement actives en Europe, et qui sont très actives en Afrique par exemple, elles n'ont absolument pas les moyens de se payer l'accès à ce système parce que pour elles c'est trop cher. Et donc on se retrouve avec un système qui subsiste sur des financements volontaires, donc des donations d'État, etc. Et donc ça ne marche pas. Je vais avancer un peu parce que sinon je ne vais jamais arriver au bout. Pardon. Et donc les résultats de mon travail montrent que le traité il est très intéressant au niveau international parce qu'il y a cet aspect novateur de collectivisation, mutualisation de la gestion, mais qui ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas bien pour tout un tas de raisons. Et l'une des raisons principales, c'est ce déséquilibre de pouvoir, finalement, entre types d'acteurs qui se traduit en déséquilibre de droits. Les petits agriculteurs qui ont besoin de pouvoir ressemer le produit de leur propre récolte, ce qu'on appelle le droit des agriculteurs pour faire court, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais je le résume à ça, est très très peu reconnu en droit international. Il y a l'article 9 du traité, mais il est soumis finalement au bon vouloir des États à mettre en place ou pas une politique et une législation sur le sujet. Et la dernière fois que j'ai vérifié, sur les plus de 140 États qui participent au traité, il n'y en avait que 9 qui avaient mis en place des législations reconnaissant et protégeant les droits des agriculteurs. Et à côté de ça, on a une industrie agrochimique et semencière très puissante, un système de reconnaissance de droits de propriété intellectuelle assez costaud, qui fait que finalement il y a vraiment un déséquilibre au sein de ce système. En 2013, du coup, 2 ans après la parution de cet ouvrage, l'organe directeur du traité a reconnu que le système multilatéral ne permettait pas aux acteurs d'atteindre les objectifs du traité. Et donc, il a mis en place, il a ouvert une révision pour renégocier finalement certains des termes de ce système multilatéral. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que donc cette renégociation est ouverte depuis 2013, que c'est toujours en cours, et que les différentes solutions qui sont proposées, finalement, restent toujours dans la même logique. Elles restent très fort attachées à financer le système par des dérivés, des produits des droits de propriété intellectuelle. Elles restent très fort attachées à considérer la semence uniquement comme une ressource commerciale. Et pour moi, ça fait partie des éléments centraux qui font pour moi, la renégociation ne va pas dans le bon sens, ne va pas vraiment permettre d'améliorer le fonctionnement de ce système et d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et d'agriculture durable. Pourquoi ? Parce que on réduit la semence uniquement à un bien marchand, une ressource. Or, la semence, pour la plupart de la population mondiale, c'est bien plus que ça. Il y a une dimension culturelle, il y a une dimension spirituelle, religieuse, il y a une dimension sociale. Et si on ne prend pas en compte ces autres aspects dans le système de gestion qui est mis en place pour leur conservation et leur utilisation durable, on va passer à côté de l'objectif. Et du coup, c'est là qu'entrent en jeu les principes que j'avais identifiés à la fin de ma thèse, parce que selon moi, appliquer ces principes dans les outils
et les instruments qui sont développés par l'organe directeur du traité pour permettre à ces parties contractantes d'atteindre ces objectifs et de mettre en œuvre les obligations du traité, eh bien, implémenter ces principes, pour moi, permettrait d'atteindre ces objectifs. Alors là, je vais passer en revue assez rapidement chacun des objectifs. Et donc, je vous présente les dessins de mon amie et collègue Émilie Gobot, qui est postdoctorante en architecture à UC Louvain, qui a des talents que je n'ai pas, et qui vient, il y a 2 jours, de terminer de traduire ma thèse en bande dessinée sketchnoting, qui était un projet que j'ai voulu entreprendre de façon tout à fait individuelle, personnelle, parce que pour moi la vulgarisation scientifique c'est quelque chose d'important. Et voilà. Donc le premier principe c'est la durabilité. Alors ça peut paraître bateau finalement, puisqu'on entend ce mot dans toutes les bouches. On le voit écrit dans tous les textes, finalement. On parle tout le temps de développement durable. Mais dans l'analyse que j'ai pu faire des outils et des instruments qui sont créés par les parties contractantes au sein du traité, finalement, je ne le vois pas traduit, je ne le vois pas transparaître. Et donc, pour moi, c'est lié au fait qu'on a une vision très linéaire de ce que ça peut être, et qu'on occulte finalement la dimension cyclique de la semence et des systèmes de gestion de semences, en tout cas dans les systèmes traditionnels. Et donc pour moi, il faut repenser la durabilité ou la soutenabilité dans cette dimension cyclique et interdépendante. Et donc l'interdépendance est le deuxième principe. Cette interdépendance se traduit à 3 niveaux. D'abord au niveau des pays, il n'y a aucun pays qui est autonome dans son alimentation, que ce soit en diversité de ressources. On mange des bananes, clairement on ne produit pas de bananes en Belgique. L'interdépendance se situe aussi au niveau de la plante elle-même. Une variété identique seule va peut-être pouvoir évoluer un peu en fonction, si on la plante ailleurs, il y a une autre interaction qui va se faire avec la terre, là-bas, le climat local, etc. Mais si on veut vraiment développer une nouvelle variété, qui va vraiment être adaptée à un besoin spécifique, on va avoir besoin de toute une diversité de variétés. Et donc, pour pouvoir évoluer, la semence est quelque chose de vivant, elle évolue, ce n'est pas quelque chose de figé qu'on peut conserver de manière statique. Elle a besoin de cette interdépendance avec les autres variétés. Et puis l'interdépendance se situe aussi au niveau de cette relation humain et semence. La diversité qui existe aujourd'hui dans nos champs, elle est le résultat de cette relation humain-semence. Et la semence est dépendante de l'humain, l'humain est dépendant de la diversité des variétés de semences. Et donc ça aussi, c'est un élément relativement complexe, mais qui doit transparaître dans les outils et les instruments qui sont mis en place pour gérer, pour conserver la semence. Parce que si on l'omet, le système mis en place n'aboutit pas. Le troisième principe, c'est le principe de l'anticommun, que j'ai vulgarisé en large utilisation. C'était assez compliqué de trouver un terme correct. Mais donc l'idée de l'anticommun, c'est que, voilà, si vous avez tous lu Ostrom, l'un des communs que l'a analysé, par exemple les pêcheries ou les homards au Canada, s'il y a surpêche, il y a disparition de la ressource, et puis il y a un problème parce qu'il n'y a plus de ressources. Bon, en fait, avec les semences, c'est l'opposé. Si on n'utilise pas la diversité des variétés, c'est à ce moment-là que la ressource disparaît. Donc il faut pouvoir promouvoir et faciliter une utilisation la plus large et variée, dispersée possible, pour conserver en fait cette diversité de variétés. Ce qui implique évidemment des objectifs et des outils différents. Le quatrième principe, c'est le lien entre le caractère matériel et immatériel de la semence. Alors voilà, la semence, très bien, je vous donne une graine, vous ne savez pas quoi en faire. Si je ne vous dis pas ce que c'est, que vous n'êtes pas botaniste et que vous n'êtes pas capable d'identifier que c'est une graine de haricot ou une graine de maïs, vous ne savez pas comment la planter, vous ne savez pas quel type de sol cette plante a besoin, l'arrosage, la luminosité, enfin voilà. Vous n'avez pas d'informations suffisantes pour pouvoir
cultiver cette semence et a fortiori la développer en une nouvelle variété. Et donc, c'est absolument primordial de garder à l'esprit que le système commun qu'on va mettre en place pour gérer ces semences doit avoir en tête la ressource physique, et donc là on peut repenser à la pêcherie par exemple, voilà, gérer la ressource physique, mais aussi le commun des connaissances, knowledge common, toutes les informations qui sont liées à cette, et qui impliquent des questionnements et des dynamiques tout à fait différentes. Ici, elles sont vraiment imbriquées, ce qui rend la chose relativement complexe, et ce qui est aujourd'hui extrêmement... Enfin, c'est un des sujets les plus... À la dernière réunion de l'organe directeur à Kigali, au Rwanda, en octobre dernier, il y a un an, les 5 jours pratiquement ont été consacrés à des discussions hyper tendues sur le séquençage des données des variétés, puisque maintenant, un généticien dans un laboratoire peut avoir accès au séquençage d'un gène ou d'un morceau de gène d'une variété de tomates, par exemple, et développer une nouvelle variété, sans avoir besoin d'accéder à l'accession, la ressource qui transite via le système multilatéral. Mais ça veut dire court-circuiter complètement le système, et notamment le système de partage des avantages qui est mis en place par ce traité. Donc c'est extrêmement intéressant. Et le dernier principe, donc, c'est l'importance de la communauté. Je l'expliquais dans l'interdépendance, l'élément humain est primordial. Mais un humain tout seul, encore une fois, ne sait pas faire grand-chose. Dans les communautés agricoles, l'échange, le partage, enfin les semences, ça voyage. Et que ce soit de main à la main, ou par les animaux, ou par l'air, etc. Et donc, la communauté humaine qui vit avec les semences qu'elle développe, qu'elle cultive, est très importante. Mais évidemment, c'est quoi la communauté ici au niveau du traité international? Bon, est-ce que ce sont les acteurs du traité qui l'ont négocié? Si oui, c'est autre chose qu'un groupe de fermiers qui va cultiver du riz dans le sud de la Chine. On a ici le secteur agro-industriel, on a les petits paysans d'Amérique latine, on a des chercheurs high-tech de centres de recherche hyper pointus. Enfin, ce sont des acteurs extrêmement hétérogènes qui ont des intérêts finalement très, très différents, voire contradictoires. Or, le système commun qui est mis en place par le traité regroupe l'ensemble de ces acteurs et donc les force à former une communauté internationale qui doivent s'entendre si on veut atteindre les objectifs définis. Et donc tous ces différents niveaux de communauté vont interagir en réseau, de manière verticale, horizontale, mais aussi un peu tridimensionnelle. Ils vont créer une toile de réseau de communautés à différents niveaux géographiques et de pouvoir qu'il est important de soutenir, puisque ce n'est qu'en soutenant ces réseaux et les connexions entre ces différentes communautés qu'on va pouvoir favoriser l'échange et l'échange de semences, de connaissances, etc., et donc soutenir le système. Voilà. Ah oui, les principes sont inversés. Et le dernier élément, justement, c'est lié à cette notion d'hétérogénéité, de complexité, de diversité. Le système qui est mis en place aujourd'hui, comme tout système, que ce soit concernant la conservation de l'agrobiodiversité ou n'importe quel autre système, voilà, n'importe quel juriste qui doit réglementer sur une question va vouloir, à juste titre, rendre les choses simples, claires, pour qu'elles soient facilement applicables finalement. Or ici, on se rend compte qu'on parle de la gestion de quelque chose de vivant et évolutif, et donc les outils qu'on va mettre en place doivent absolument laisser de la place pour que ces caractéristiques de vivant, d'évolutif, et donc d'hétérogénéité, de diversité des variétés, de complexité des systèmes, puissent continuer à vivre. Voilà.
donc là, on arrive à la fin de ma thèse. Et la question était ensuite, bon, j'ai ces principes. Par rapport à ce que j'ai pu faire dans ma thèse, il me semble pertinent, mais finalement, je n'ai fait qu'une thèse en droit international public, et ce ne sont pas les acteurs en droit international public qui manipulent directement les semences. Est-ce que ces principes, pour eux, est-ce que ces principes vont parler à l'acteur premier de la semence? Et c'est ça que j'ai voulu vérifier et tester dans le cadre de ma recherche postdoctorale. Et donc l'idée ici, c'est de tester la validité de ces principes. Et pour ça, je vais partir faire une étude de terrain justement dans le sud de la Chine, dans le Yunnan, qui est donc une région limitrophe avec le Vietnam, le Laos et la Birmanie. Et je vais dans une région qui est relativement étendue par rapport à la Belgique, mais qui pour la Chine est relativement circonscrite, avec Mourad Anachi, qui est chercheur à l'INRA Paris, qui a déjà fait un terrain là-bas en 2015-2016, et qui a pu analyser certaines des pratiques de ces riziculteurs et qui a pu mettre en avant le fait que dans ces communautés qui sont assez retirées en fait, elles sont enclavées dans un espèce de grand C de montagne, et donc l'accès là-bas est très difficile. Et les communautés qui habitent là, ce sont des communautés, des ethnies qui viennent de la Chine, de la Birmanie et des autres pays limitrophes, qui ont été en fait pourchassés, ce sont des minorités. Et donc il y a une très très grande diversité culturelle au sein de ces communautés. Et elles ont, selon mon collègue Mourad Anachi, une révulsion pour toute autorité étatique. Donc visiblement, on n'entre pas chez eux en leur disant ce qu'ils ont à faire. Visiblement, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est que ceci se traduit dans leurs pratiques agricoles. Et le résultat est qu'ils ont apparemment mis en place des techniques qui permettent de contrôler de façon relativement satisfaisante les différents problèmes qui peuvent survenir quand on cultive quelque chose, peu importe, en l'occurrence le riz, les maladies, les ravageurs. Et l'un des principes qui prévaut dans ces communautés, c'est le partage. Quand un voisin de son village ou d'une communauté limitrophe vient demander une variété, on la donne. Et on la donne simplement, sans rétribution financière, ni même sans contrepartie, autre semence ou quoi que ce soit. Et donc selon l'une des hypothèses de mon collègue, c'est de dire, voilà, le fait que ce partage soit si ouvert et transparent permet de cultiver les variétés de façon si intéressante et optimale. L'État chinois a voulu imposer la culture de riz hybride hautement performant, qui avait une production bien supérieure, des rendements, etc. Ils ont commencé à introduire ça là-bas. Et puis en fait, le taux de maladie a explosé en flèche en 2, 3, 4 ans. Ce qui montre bien que les règles communautaires, les pratiques mises en place et qui se traduisent dans les récoltes ont été tout à fait perturbées par l'imposition d'une monovariété hybride de surcroît qui allait soi-disant leur permettre de vendre les surplus et finalement sortir de la pauvreté, parce que ces communautés vivent quand même dans la pauvreté. Elles n'ont pas faim, mais elles sont dans la pauvreté. Enfin voilà. Donc ça, c'est le travail passionnant qui m'attend maintenant. Le voyage en Chine se fera normalement l'été prochain. L'idée est de faire des questionnaires relativement courts et des questions fermées. Alors ça a beaucoup de limites, mais je n'ai pas tellement le choix puisque moi, je vais rédiger mes questionnaires en anglais.
Ils seront traduits d'abord en mandarin par un premier interprète, et puis dans le dialecte local par un deuxième interprète. Donc je ne peux pas faire d'interview, je ne peux pas faire de questions ouvertes. Enfin voilà, ça a ses limites, mais au moins ça aura le mérite d'exister. Voilà, ça je vais passer. Donc à la fin de ma thèse, j'ai essayé de traduire une application potentielle des principes que vous avez vus dans des pistes de solutions qui sont présentées à l'organe directeur du traité. Et donc avec pour idée à la fin de contribuer à rétablir cet équilibre de droit dont je vous parlais, qui selon moi est l'une des deux clés de voûte des dysfonctionnements de ce traité. Voilà, avec la petite image en conclusion finale dessinée par Émilie Gobot, où l'idée c'est vraiment de permettre d'inclure tous les acteurs dans la gestion des semences, et ça veut dire quand même refonder significativement les règles de droit international public de gestion d'un traité. Ce que je propose, c'est de fonctionner un petit peu comme le Comité pour la sécurité alimentaire à la FAO, où tous les acteurs ont voix au chapitre et participent aux négociations. Mais donc voilà, c'est un chantier important. Mais je pense qu'il est vraiment primordial qu'on écoute les besoins et qu'on prenne en compte les intérêts des petits agriculteurs, parce que ce sont eux finalement qui produisent 50 à 70% des calories mondiales. Ce sont eux qui nourrissent une majorité des personnes sur la planète, et donc on a besoin d'intégrer leurs besoins, leurs pratiques agricoles. Et dans la diversité, il ne s'agit pas ici d'unifier quelque chose de nouveau, produire une monoculture de règles. C'est ce qui est vraiment important et qui pour moi est le cœur de cette transition, c'est de favoriser la diversité des pratiques et de reconnaître l'hétérogénéité des acteurs et de leurs besoins. Voilà, ça je vais passer parce qu'il est déjà tard. Donc c'est des recherches en cours avec d'autres collègues à l'université de Grenoble, avec qui je viens de publier un autre ouvrage qui est ici, que je recommande vivement, pas parce que je l'ai coédité, mais parce que c'est vraiment un ouvrage transdisciplinaire. On a réussi à avoir le point de vue de philosophes, de sociologues, de juristes évidemment, d'agronomes, d'anthropologues, qui tous ont porté un regard, de juristes, je ne sais pas si je l'ai dit, sur ces questions. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Je vais le faire circuler si vous voulez. Et donc, comme le disait Antoine en introduction, mon livre à moi qui aura la même couleur verte et qui devrait paraître avant la fin de l'année. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christine.